International, Germain Katanga, l'ex-commandant de forces de résistance patriotique de l'Ituri, écope de 12 ans de prison. La sentence est tombée ce matin depuis la Cour pénale internationale. Le milicien congolais a été reconnu coupable de complicité, de crimes contre l'humanité et crimes de guerre pour avoir fourni en 2003 des armes aux miliciens lors de l'attaque du village de Bogoro en Ituri, dans l'est de la RDC. Il est la seconde personne condamnée par la Cour pénale internationale. Au mois de juin 2002, il a fallu attendre près de 7 ans de détention pour enfin voir la Cour décider de son sort. Début mai, le procureur avait requis lors d'une audience une peine comprise entre 22 et 25 ans de prison pour Germain Katanga. Et voilà qu'en mai 2014, c'est la décision qui tombe. 12 ans de prison pour l'ex-lion de l'Ituri, Simba, comme l'avait surnommé, et ses partisans, a été reconnu coupable d'avoir organisé une attaque surprise sur le village de Bogoro de la région de l'Ituri, riche en or. En somme, coupable de complicité de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis lors du massacre de ce village dans l'est de la République démocratique du Congo en 2003. Mais il a en revanche été acquitté de participation directe au massacre. Le procès avait montré que les femmes ayant survécu au massacre avaient été violées ou utilisées comme esclaves sexuels. Une peine unique, d'après le juge de la Cour pénale internationale qui a lu le verdict ce vendredi 23 mai. Le juge a également précisé que le temps déjà passé en prison par l'ancien milicien congolais serait déduit de sa peine. Son procès s'est tenu en concomitance avec celui de son ancien co-accusé, Mathieu Ngunjolo Chui, acquitté lui en décembre 2012, faute de preuves suffisantes. La nouvelle est donc tombée, mais le procureur et la défense ont tous deux fait appel de la décision et Katanga restera en détention à La Haye jusqu'au jugement en appel. Et dans l'actualité, sachez que la 7e réunion du comité exécutif régional de suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba s'est clôturée jeudi dans la soirée à Goma. Ces travaux qui ont pris 3 jours ont débouché sur 15 grandes recommandations formulées aux 13 pays membres pour la mise en œuvre de cet accord. Il s'agit notamment du renforcement de la coopération judiciaire pour livrer tous les auteurs de crimes de guerre recherchés par les instances judiciaires internationales. Il y a longtemps que l'on pouvait assister à un tel spectacle à Goma. Symbolique de la paix en passe d'être complètement rétablie dans cette région de l'Est de la RDC, ces danses ont également introduit les travaux du comité de suivi technique de l'accord cadre d'Addis Abeba. Ces travaux, qui ont pris 3 jours, ont débouché sur 15 grandes recommandations formulées aux 13 pays membres pour la mise en œuvre de cet accord. Il s'agit notamment du renforcement de la coopération judiciaire pour livrer tous les auteurs des crimes de guerre recherchés par les instances judiciaires internationales. Les participants ont également plaidé pour la mise en œuvre de projets rapides d'intégration économique en faveur de populations de la région de Grand Lac en proie à des conflits armés depuis plusieurs années. Ces actions devaient être menées, selon les diplomates, dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie et du commerce transfrontalier. En outre, les participants ont recommandé la mise en place des mécanismes bilatéraux entre les pays de la région pour résoudre rapidement les incidents au niveau de leurs frontières communes. Ils ont aussi plaidé pour la revitalisation de la communauté économique de pays de Grand Lac, CPGL, qui regroupe la RDC, le Burundi et le Rwanda. Et puis en marche des préparatifs de la 22e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone, Justin Koumba, président de l'Assemblée nationale du Congo-Brazza, a consulté le premier vice-président de l'APF, Aubin Minakou, ce vendredi, avec comme objectif d'évaluer l'ordre du jour de ces assises qui se tiendront du 26 au 27 mai prochain à Brazzaville et qui connaîtra la participation des présidents des Assemblées nationales des pays africains francophones. Dans le cadre de préparatifs de l'Assemblée régionale africaine, de l'APF, le président de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville, Justin Koumba, a séjourné ce vendredi à Kinshasa pour consulter le premier vice-président de l'APF, Aubin Minakou, le plus pressant de tous les présidents des assemblées de la région Afrique. Nous sommes à quelques jours de l'ouverture de ces conférences, de ces réunions. Il était tout à fait normal que nous venions rendre compte au président Minakou qui est le patron de l'APF et c'était notre devoir de venir lui rendre compte et de voir que nous allons tenir ces réunions de la manière la plus
réussie. Répondant à la question sur l'opération Bataille à Bakolo, Justin Koumba déclare: Les responsables que nous sommes ne sont pas indifférents à ce problème. Que ce soit ici, que ce soit à Brazzaville, c'est une situation qui nous préoccupe et parfois les solutions ne peuvent pas toujours être mises sur la place publique, mais c'est un devoir pour nous de trouver les solutions nécessaires pour que le climat qui prévalait auparavant revienne normalement. L'avant-projet de l'ordre du jour de la 22e Assemblée régionale africaine de la PEF prévoit plusieurs thèmes dont la constitution post-transition et gouvernance démocratique en Afrique francophone, le rôle du Parlement dans la gouvernance en Afrique francophone et la situation politique et sociale en Afrique francophone. Cette rencontre sera suivie le 28 mai de la conférence parlementaire de haut niveau sur les dérèglements climatiques. En marge de ces assises de Brazzaville, le président de l'Assemblée nationale, Obemina Koundiala Dioko, devra visiter les ressortissants congolais se trouvant à l'ambassade de la RDC à Brazzaville. Changeons de cap, je vous l'annonçais en titre, ils sont 398 Congolais du Bas-Congo expulsés de Brazzaville à être rapatriés dans leur province d'origine. Pour cette deuxième phase, Jacques Mbadou, gouverneur du Bas-Congo, accompagné de plusieurs députés nationaux, ont tenu à assister ce vendredi à cette cérémonie au site d'expulsés établi à Maluku. Mathieu Kamango et Nanou Mavungu signent ce reportage. C'est dans ces conditions précaires que vivent les expulsés de Brazzaville. Au-delà d'un geste de cœur, le gouvernement provincial du Bas-Congo vient de prendre ses responsabilités. En rapatriant ce vendredi 398 Congolais originaires du Bas-Congo. Les élus nationaux du Bas-Congo ne cachent pas leurs sentiments. Ils sont fermes à l'encontre du Congo-Brazza. Et jusqu'à demander certaines sanctions pour le Congo-Brazza. On n'abandonne personne. On ne part jeter personne dans un coin perdu, non. La plupart des élus que nous sommes ici, et même ceux qui se sont excusés, nous allons suivre de près les nôtres qui seront dans chacun de nos territoires. Nous ne venons pas les prendre pour aller les jeter, non. Nous venons les prendre pour leur montrer qu'ils ont un pays. Nous venons les prendre pour leur montrer qu'ils ont des frères. Et nous venons les prendre pour leur montrer qu'ils ont un pays qui a besoin d'eux. Identification des bénéficiaires, et les voici dans ce bis VIP de Transco. On a des espaces pour faire de l'agriculture. On a des espaces pour pouvoir permettre à des gens de se prendre en charge. Et c'est pour cela que nous disons, nous allons le rapatrier dans leur milieu d'origine, mais à partir du mois prochain, nous allons aménager tout un site pour que tous nos frères qui sont régulièrement refoulés de l'Angola et de Congo-Brazzaville ne puissent plus avoir envie d'aller dans ce pays-là. Ils ont 5 heures de route avant d'arriver à Matadi, Boma, Tchela ou Manterne, leur terre d'origine. Et oui, sachez également que les expulsions massives des Congolais de Brazzaville continuent d'étonner plus d'un compatriote qui ne digère pas cette situation. Entre tristesse et compassion, le chanteur Papa Wemba et le politique Claude Nyamugabo consolent et encouragent ces expulsés à travers ses mots de cœur. Seul devant un sort tragique, seul devant la surprise, face à la détresse, dans le dénuement. En fait, moi, je ne comprends pas. Personne jusque-là ne comprend qu'est-ce qui se passe. Personne ne comprend, quoi. Biso awa bakinois de tout ça là un peu tout ça là la solidarité, yako sunga et puis yako yamabande ko na biso o bazako yako. A chinois balobaka et pas yo comme ça on le comme mboka na yo. Bon, awa loko la bozungi na mboka na bino. Bon, considérez-vous comme chez vous et puis bon, la vie continue, quoi. Bon, ça là du surplacité. Bon, ça là du surplacité parce que et pas il bokende qui kuna, bon ça là qui paye du surplacité, quoi. Alors, quand vous êtes rentré chez vous, ne faites pas du surplace, cherchez. Je voudrais encourager les efforts fournis par le gouvernement pour organiser leur accueil sur leur territoire, mais également appeler les compatriotes à compléter les efforts qui sont faits par le gouvernement afin que nos compatriotes soient accueillis dignement, qu'ils soient dans de bonnes conditions,
avant de rejoindre sa province. Je tiens par ici à féliciter Télé 50 pour la visibilité qu'elle donne à cette opération. Et je dis ici que je ne fais pas de simples discours moi-même. Je voudrais participer à cette opération en donnant quelque chose afin de compatir à ce qui est arrivé à nos compatriotes. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de nous. Après 4 jours passés en République démocratique du Congo, la délégation de l'Agence française de développement a clôturé sa mission jeudi dernier. Laquelle mission devait notamment évaluer l'exécution de la première phase de son aide en faveur de l'Institut national de préparation professionnelle. Et la même journée, elle a présenté les conclusions de son travail au ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Conduite auprès du ministre Modeste Bahati par le directeur général de l'INPP Maurice Chikuya Kayembe, la délégation de l'AFD a exprimé sa satisfaction au ministre pour la bonne exécution du programme CDD qui consiste à construire et équiper les centres de formation à Matadi dans la province du Bas-Congo et Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Le chef de mission, Quentin Lebegui, a indiqué que la première phase du projet suit son cours normal avant de saluer la franche collaboration qui a existé entre la délégation française et l'équipe de l'INPP. Je crois aujourd'hui, si on peut se projeter sur 2-3 années, c'est parce qu'on a une grande confiance dans cette institution et qu'on la voit aussi évoluer très fortement en ce moment. Et je crois qu'elle va encore vers des ambitions plus fortes dans les prochaines années. Outre l'évaluation de l'exécution de la première phase, la délégation de l'AFD a également identifié les différents besoins de l'INPP pour l'exécution de la deuxième phase du projet. Il a été retenu que les centres de formation supplémentaires seront construits au Nord Kivu, la province orientale et l'Équateur pour augmenter la capacité d'accueil de cette institution. Ainsi, le ministre a au nom du gouvernement remercié les partenaires français pour leur appui très significatif à la formation professionnelle. Ceci va contribuer à lutter contre le chômage. Un avis que partage le directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle, Maurice Chikuya, qui a bondé dans le même sens. Avec l'AFD, nous aurons la possibilité d'avoir l'INPP modernisé à Matadi, l'INPP modernisé à l'Équateur, l'INPP modernisé au Sud Kivu, l'INPP modernisé au Nord Kivu et dans un avenir proche, l'INPP est en force dans la province orientale. À noter qu'une enveloppe de 25 millions d'euros va être disponibilisée par la France en faveur de l'INPP dans le cadre de la deuxième phase du projet CDD. Parlons du programme d'alimentation en eau potable en milieu périurbain. Plusieurs chantiers seront inaugurés dans les tout prochains jours dans la partie est de Kinshasa, précisément à Ntsele. C'est dans ce cadre que le directeur national du CNHR a visité ces différents chantiers avec une forte équipe de techniciens pour les derniers réglages avant la série d'inauguration. Première étape de la visite, la cité de Ntsele en pleine rénovation. Ici, le SNHR a réalisé un forage de 56 mètres avec une pompe immergée de 53 mètres et une tour métallique sur laquelle a été posé un réservoir de 24 mètres cubes. Il ne restait plus que les travaux de plomberie et le raccordement électrique de la pompe. Par contre, au site de Mikala, deuxième étape de la visite, les travaux sont complètement bouclés. L'imposant ouvrage visible sur la route nationale numéro 1 est constitué d'un réservoir de 108 mètres cubes placé sur une tour métallique de 10 mètres et alimenté par un groupe électrogène de 50 kVA pour une population de plus de 20 000 personnes. Et pour gérer les 11 bornes fontaines à 2 robinets chacune, il faudra former dans un bref délai un comité d'eau selon les instructions de Georges Kochi, directeur national du service national d'hydraulique rurale, qui se dit satisfait de l'évolution des travaux. Je crois que les travaux ont été réalisés de la meilleure façon possible. Ainsi, l'objet d'ailleurs de ma visite, c'est pour pouvoir faire quelques petits réglages. Parce qu'il y a les autorités qui vont venir inaugurer et donner des lois à la population. Oui, je suis satisfait des travaux réalisés. Je suis très satisfait de mes techniciens, les ingénieurs et tout. La visite s'est clôturée au site de Bel Air à Bibois où, d'un côté, les techniciens font les travaux de finissage du couvercle du réservoir et d'autres s'adonnaient à la vérification de la tuyauterie.
Ce réseau sera équipé de 10 bornes fontaines à 2 robinets d'un forage de 87 mètres, de quoi fournir de l'eau potable pour lutter contre les maladies hydriques. Telle est la mission du gouvernement par le truchement du service national d'hydrologie.